Bonjour. Aujourd'hui, je vous amène dans cette grande question que se pose le Blend cette année sur comment le web change le monde. Je vais vous amener à poser la question un peu étrange qui est le marketing a-t-il un sexe? Déjà, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un dans cette salle qui aurait envie d'apporter une réponse directement comme ça à cette question surprenante. Non, même pour dire qu'en fait, la question, elle est absurde. Tout est possible. Moi, je la trouverais surprenante à votre place, en fait. Oui. Comme un ange, que le marketing, c'est comme un ange et que du coup, il n'a pas de sexe. Ouais, c'est intéressant. Le marketing peut avoir un genre, mais pas un sexe. Ouais, intéressant aussi. Ok, merci. Eh bien, moi, en fait, je vous annonce que cette question, elle est absurde, parce que le marketing, il n'a pas de sexe. Il ne peut pas avoir forcément de genre. En revanche, on peut lire le marketing sous l'angle du genre. Et c'est justement le point que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter. Je suis Vinciane Bronval-Chareil. Je suis communicante depuis toujours. J'ai l'impression que ça fait toujours. Je me présente comme étant super communicante et business humaniste. Je pense que c'est les termes qui représentent le mieux à la fois mes valeurs et mes compétences que j'ai pu glaner sur un parcours de vie jusqu'à présent. J'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que responsable de com chez l'annonceur, essentiellement en B2C, dans des secteurs très variés, des postes très très différents et avec des modes de relation clientèle très divers. Donc j'ai pu expérimenter des tas de choses et j'étais souvent à la manette en communication. Donc voilà, j'ai une pratique personnelle. Et puis un jour, je me suis rendu compte que, il y a quelques années déjà, que j'avais atteint un plafond de verre et que dans mon poste, j'avais peu de chances de continuer à évoluer, à monter en responsabilité. Et j'ai eu envie de partir, de créer mon propre chemin et de créer une entreprise que j'ai fait en créant la société The Place to Bike, donc en mode start-up. The Place to Bike avait pour objet de vendre des vêtements techniques et urbains pour les personnes qui se déplacent à vélo, et donc des vêtements à la fois avec les techniques de sport, la respirabilité, etc., ultra complexe à comprendre sur un vêtement de ville où ça se voit pas du tout. Bref, j'ai fait le tour de la question, j'ai expérimenté plein de choses, et puis j'ai été accompagnée par des accélérateurs ou des incubateurs. Et j'ai pu faire l'expérience du marketing et de la communication sous un autre angle, en tant qu'annonceuse moi-même, mais surtout sur un secteur plus e-commerce. Et j'ai pu observer aussi, pendant mon parcours, plein de choses qui se passaient dans les startups qui étaient avec moi dans les accélérateurs ou dans les incubateurs. Donc, et c'est un peu ça qui m'amène aujourd'hui. J'en parle au passé parce qu'en fait l'équation était incomplète et qu'il manquait des éléments pour pouvoir aboutir ce projet. Je pense que le marché est vraiment tendance, mais quand on n'a pas tout, ça marche pas. Donc j'ai renoncé à ce projet et je me suis reconcentrée sur mes compétences en communication et marketing récemment. Et j'ai créé donc mon agence que je représente fièrement, qui s'appelle Unique en son genre. Et donc, j'accompagne les entreprises en communication, en marketing, avec une spécialité sur la question du genre. Vous l'aurez compris, je pense que je ne fais pas de secret là-dessus. Voilà, donc en fait, pour commencer la question sur le marketing de genre, ou en tout cas, le marketing a-t-il un sexe, le marketing a-t-il un genre, j'ai envie déjà de reprendre la question sur le marketing. Pour moi, le marketing, c'est vraiment une démarche de base qui est d'écouter son marché, de cibler ensuite la partie du marché qui pourrait être sensible à l'offre qu'on a envie de lui faire, qui réagit en tout cas, de produire une offre, un produit, un service, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment ces trois actions qui sont la base même du marketing, dans un objectif particulier qui est de réduire un maximum les zones de friction entre l'offre qu'on fait et la clientèle qu'on cible, pour que le taux de satisfaction soit le plus important
et que le taux de performance de l'entreprise soit le plus important. Je ne fais que d'enfoncer des portes ouvertes, c'est du marketing, c'est simplissime. Enfin, c'est simplissime quand on est dans le market. Qui est du marketing ici dans la salle? D'accord, il y en a, il n'y a pas que. Et qui est tech? Il y en a aussi, intéressant. Donc voilà, les basiques du marketing. Quand on veut s'adresser à une cible, on va forcément l'identifier, la repérer. C'est qui? Des hommes, des femmes. Ces hommes, ces femmes, ils font quoi? Ils sont parents, ils sont enfants, ils sont plutôt orientés, ils sont intéressés plutôt sur les loisirs, le sport, le jeu. Il peut y avoir tellement de variétés de critères pour déterminer sa cible que voilà, c'est très très varié. Et pourtant, ce que j'ai pu observer autour de moi dans les startups que j'ai fréquentées de très très près, c'est que parfois on peut avoir une vision de sa cible qui est un peu erronée ou qui peut progressivement devenir partielle. Comme par exemple, quand on a une cible, une clientèle, on va la désigner ici. Donc on a une série de clients ou d'utilisateurs, ça dépend ce qu'on leur propose. Et puis, quand la cible va être plus mixte, on va avoir ici un autre profil de clientèle. Et vous remarquerez qu'en fait, dans l'usage que vous avez probablement tous les jours, comme une grande partie de la population, vous allez utiliser les mêmes termes. Donc, je reviens sur la slide précédente. Vous avez utilisé les mêmes termes pour les deux typologies de clientèle. Qu'il n'y ait que des hommes ou qu'il y ait des hommes et des femmes, ce sont des clients et des utilisateurs. Or ça, c'est un biais en fait qu'on a complètement assimilé, qui est de l'ordre de l'usage très très courant et qui fait que progressivement en fait, quand on pense à sa clientèle, quand on pense à ses clients, on oublie que dans la cible, il y a des clientes et on finit par oublier qu'elles sont là et on finit par oublier que elles existent et qu'elles peuvent avoir des attentes différentes. Alors vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu capillotracté, ton affaire, c'est pas vrai, on les oublie pas tant, d'accord. Ok, prenons un autre exemple. Oui, alors donc, en fait, c'est ce que moi je constate être une distorsion de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on croit regarder sa cible et finalement on n'en regarde qu'une partie, parce que à force d'y croire, à force d'utiliser un vocabulaire qui va être dans l'exemple que je citais uniquement masculin, on finit par se rendre compte on finit par ne plus penser qu'à la personne ou au type de personne auquel on pense et on oublie qu'il y en a d'autres dans la cible et donc on distord la réalité comme le faisait Steve Jobs aussi couramment. Voilà, donc on est tous des Steve Jobs, on distord la réalité, ça me fait bizarre ce mot. Et donc on utilise un vocabulaire uniquement au masculin, un compte client, un profil client, un compte utilisateur. Et pour les techs, vous en conviendrez, on fait de l'UX, on fait de l'expérience utilisateur et on finit par oublier qu'en fait derrière utilisateur, il peut y avoir d'autres typologies de personnes, par exemple des utilisatrices. Mais ça, en fait, on n'en parle jamais. Et donc si je prends c'est difficile parce que je ne vois pas quelle est la slide qui va arriver derrière sur mon écran. Donc comme j'ai préparé cette conférence pour aujourd'hui, et que c'est la première fois que je la pratique, vous constatez avec moi qu'il y a des trous. Donc dans les clients en général, surtout en e-commerce, l'idée que je voulais vous annoncer, c'est que dans les clients, généralement, il y a 80% qui sont des clientes. Et ça, quand on utilise un vocabulaire qui est complètement normé au masculin, on finit parfois par oublier que ce sont des clientes et qu'elles peuvent avoir des attitudes différentes. On fait des analyses, on fait des études, etc. Mais quelque part, en fait, c'est devenu basique. C'est des clients. Si je prends une autre cible, qui peuvent être les parents, pour ne pas rester monomaniaque. Si je prends une autre cible qui peuvent être les parents, on va lancer un produit. Donc ça, je l'ai constaté autour de moi, deux startups qui étaient en même temps en mode accélération, qui avaient un produit pour les enfants et qui avaient déjà lancé leur offre, qui, constatant que la réponse du marché était essentiellement une réponse des mamans, finissaient par concevoir dans leur offre qu'ils s'adressaient à des mamans. Donc, sauf que
s'adresser à des mamans, c'est oublier qu'on peut aussi potentiellement s'adresser à des papas. À force de mettre des femmes en image sur leur site, à force d'utiliser un vocabulaire, ouais, mais quand on va proposer notre truc aux mamans, ça fait exactement pareil que quand on dit des clients au lieu des clientes. On oublie que dans les mamans, il y a des papas et potentiellement, on peut aller les chercher dans d'autres canaux. On peut, sur une campagne Facebook, oublier qu'on peut aussi s'adresser à des hommes, etc. Et on oublie que, en s'adressant qu'aux mamans, on s'adresse qu'à 50% de sa cible. Et 50% de sa cible, moi, ça m'interpelle en me disant, mais tiens, c'est bizarre, quand on démarre une start-up, quand on cherche à toucher sa clientèle, on choisirait de couper en deux la cible. On croit qu'on s'adresse aux parents, parce que c'est ce qu'on fait et qu'on annonce, et que c'est comme ça qu'on a construit au départ. Mais en fait, dans la réalité, on s'adresse qu'à la moitié de son marché, et donc on se prive potentiellement de la moitié de son marché, ce qui n'est pas un détail. Et tout ça de manière totalement inconsciente et totalement basique, transparente, personne ne s'en rend compte, quoi. Donc moi j'étais à côté de ces startups et je leur disais, mais c'est étrange, pourquoi les mamans et les papas, les papas ils réagissent pas. Mais si vous leur parlez plus jamais, en fait, vous n'avez plus aucun espoir qu'ils réagissent. Donc même si sur 50% de ce marché, il y a le 50% qui répond qu'à, je sais pas, à 10%, c'est 10% dont vous vous privez vraiment définitivement, quoi. Donc continuez à vous adresser à ces personnes, continuez à les voir, à les regarder, à essayer de voir par quel canal vous pouvez leur adresser un message. Voilà, ça, c'était... Si je regarde cette fois dans l'univers du numérique, parce qu'on est au web, dans un univers web, au Blend, ce que j'ai pu constater, moi, dans mon expérience d'utilisatrice sur le web, pour ne dénoncer aucune entreprise qui serait ici et qui aurait pu accompagner, moi, ce que je vois dans mon environnement, et je tenais à le partager avec vous, par exemple sur mon compte Twitter que j'utilise très fréquemment, et que je ne suis pas la seule sur cette planète à utiliser, hein, on est un paquet de personnes à utiliser Twitter. Ce que je constate, c'est que, bon, ça c'est donc mon compte, c'est moi, et ce que je constate, c'est que quand je suis un autre compte Twitter, ce que me dit Twitter, c'est que je suis abonnée. On est en 2016, on parle de data intelligence, je pense que Twitter, c'est tout de moi, tout. Mais n'empêche que Twitter considère encore aujourd'hui qu'il peut me mettre un bouton abonné et c'est totalement transparent et je ne vais pas m'en rendre compte. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte, hein, mais ça c'est mon expertise à moi sur la question qui fait que moi je le vois et que ça me choque. Mais en fait, si je reprends l'idée du marketing qui est de réduire un maximum les zones de friction entre l'offre et la cible, là en fait c'est comme un grain de sable dans ma chaussure. Twitter considère que je suis un abonné alors que moi je sais que Twitter sait que je suis une femme, puisque Twitter me propose des suggestions de profils qui pourraient m'intéresser par rapport à des thématiques qui sont orientées femmes, puisque vous l'aurez deviné, je suis très sensible à cette question. Donc Twitter sait très bien que je suis une femme et que ça m'intéresse, etc. Mais le bouton il est quand même resté au masculin. Je me dis, tiens, c'est étrange. Bon, après, on peut me dire, Vinciane, tu pinailles, tout le monde a l'habitude, les femmes ont l'habitude. Il y a bien des femmes qui me disent, mais c'est pas grave, moi, ça me dérange pas, mais c'est normal. En même temps, on est complètement bilingue, féminin-masculin, quand on est une femme. On a l'habitude de traduire tout ce qui est masculin aussi au féminin, alors que si on regarde dans l'autre sens, des fois, c'est pas toujours vrai. Je vais prendre un autre exemple qui est d'un petit groupe aussi qui propose un service basique, donc un service de messagerie que j'utilise tous les jours. Donc ça, c'est mon compte, hein, on est bien d'accord. C'est une image qui parle vraiment de mon compte. C'est un imprimé écran d'hier. Et il se trouve que comme moi je travaille dans pas mal de réseaux qui rassemblent des femmes, j'ai souvent des mails qui sont adressés à tout un groupe de femmes. Donc ici, ça c'est toutes les destinataires du mail. Et ce que je constate moi, à chaque fois que j'envoie un mail groupé à plusieurs personnes femmes, c'est que ce qui me propose encore aujourd'hui Google, c'est répondre à tous. Et jamais j'ai vu une offre qui me disait que je pouvais répondre à toutes, par exemple. Ou en tout cas, ce que je constate, c'est que Google, qui, bien plus que Twitter encore, c'est tout de moi, mais vraiment tout, cette fois, je pense que même il y a des trucs que Google sait de moi, que même moi, je ne sais pas qu'il le sait. En fait, Google, il continue à me parler encore au masculin. Donc ça, c'est un détail. Je pourrais, après, en collecter beaucoup et en identifier beaucoup.
Donc ça me surprend encore, on pourrait dire Vinciane, t'exagères, les femmes sont habituées, répondent à tous, c'est un masculin neutre, c'est le pluriel emporte sur le féminin, etc. Ouais, je rappelle simplement qu'en fait, le marketing, c'est quand même, et puis l'UX, c'est fait pour réduire un maximum les zones de friction. Et là, c'est encore un caillou dans ma chaussure. Mais personne ne l'a vu, en fait, hein, c'est un tout petit caillou. Et puis après, si je vais dans d'autres secteurs, donc je vais sortir un peu des logiciels qu'on utilise. Si je vais sur un secteur qui est du e-commerce, donc là on est sur la Redoute, on constate qu'avec cette page d'accueil, on s'adresse quand même essentiellement à une cible féminine. Il se trouve que je ne suis pas cliente la Redoute, donc quand moi je vais sur cette page, j'ai vraiment la page d'accueil de base, pas pour déjà quelqu'un qui est déjà client, hein, donc c'est la page d'hier, hein, elle est toute fraîche. Donc voilà, c'est vraiment orienté femmes avec un menu femmes, hommes, enfants, bébés, meubles déco, on a toutes les thématiques orientées femmes. Néanmoins, si moi je veux, j'ai fait un petit test hier, donc je suis allée dans le menu tout en haut et j'ai fait un petit survol du bouton Mon compte. Et qu'est-ce qui s'affiche? Que me propose la Redoute? La Redoute me demande à moi, donc qu'il a identifié comme étant femme, à qui on adresse des pubs de femmes, à qui on adresse des thématiques femmes. Ben, la Redoute me demande si je suis déjà client. Et ah bon? Ben, moi, ça me fait ah bon? Ben, en fait, c'est pas normal. S'ils considèrent que je suis une femme et que ce site il est adressé à moi, pourquoi ils me mettent pas à autre chose, quoi? Enfin, pourquoi déjà client? Hein, c'est étrange. Enfin, donc moi, c'est les petits détails que j'observe. Hein, Et je répète, l'UX, c'est fait aussi pour résoudre les problématiques de friction. Donc, est-ce que ça, c'en est une? A priori, non. Et si on faisait de tout ça une vraie data intelligence? Parce que si Google, c'est tout de moi, si la Redoute, c'est que je suis une femme et que potentiellement, l'offre que me fait la Redoute, ça peut m'intéresser. Et si on considérait qu'on peut aller au bout de la réflexion et faire sauter ces petits cailloux qui sont dans les chaussures, et si on osait faire un bouton abonner eux, est-ce que Twitter en 2016, est-ce que notre capacité technique de développement, de construction d'algorithmes est en capacité d'identifier que moi je suis une fille et qu'on peut mettre un bouton au féminin? Vraiment, il y a un enjeu technique qui me dépasse. Peut-être c'est pas possible. Peut-être qu'on peut aussi simplement me poser la question de savoir si je veux qu'on me parle au féminin ou au masculin. Et du coup, après, tout le champ lexical décline un vocabulaire au féminin pour les boutons qui me concernent. Peut-être qu'on pourrait oser faire des choses aussi radicales. Peut-être qu'on pourrait oser, sur n'importe quel outil de messagerie, proposer, dire bah, tiens, j'ai remarqué que tes correspondants sont des correspondantes, est-ce que tu veux répondre à toutes, ou est-ce qu'on peut trouver une autre formule qui dit autre chose que répondre à tous ou répondre à toutes? Est-ce qu'on peut réfléchir en tout cas à trouver des solutions pour faire sauter les petits cailloux dans les chaussures? Et sur la Redoute et sur les sites e-commerce, est-ce qu'on pourrait oser faire des trucs aussi radicaux que mettre un E à déjà client et donc écrire déjà cliente? Est-ce que fondamentalement, ça va faire fuir les hommes qui n'iront jamais sur le site de la Redoute si on marque déjà cliente? Je m'interroge. Voilà, je m'interroge. Moi, j'ai envie qu'on fasse ce chemin-là. Maintenant, il faut en prendre conscience et puis intégrer cette question du genre dans les équipes. Et là, je rejoins le conférencier de JetPulp. Effectivement, c'est dans les équipes et c'est dès la conception qu'il faut intégrer ça, autant en marketing qu'en dev. Mais pourquoi faire? Vinciane, t'es pénible avec tes histoires, là. Le monde tourne très bien avec tout ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous embêtes avec cette question? C'est bon, tu nous saoules. Eh bien, pourquoi faire? Alors, c'est une intuition de ma part, en fait. Tout ça, c'est des conclusions que je fais parce que moi, je suis dans le marketing, parce que moi, je suis très sensible à la question de la place des hommes et des femmes dans notre société. Mais en fait, en juin dernier, j'ai eu comme la révélation, comme une annonce, un messie est venu jusqu'à moi et a annoncé un truc absolument dingue. C'est un tout petit groupe, Unilever. C'est seulement 400 marques dans le monde. C'est seulement plus de 6 milliards de pubs par an, chaque année, dans le monde pour toutes ces marques. Et Unilever vient d'annoncer, tranquillement, à Cannes, qu'ils allaient déstéréotyper toutes les campagnes de pub de toutes leurs marques. Ah bon? Mais pourquoi? Ça sert à... Enfin, pourquoi faire, quoi? Ah, mais en fait, Unilever, ils ont fait une petite étude
pendant 2 ans. Sur 1000 annonces, 1000 campagnes de pub qu'ils avaient faites dans plusieurs pays, avec différentes marques, ils ont étudié donc, à la fois les pubs et la réaction des femmes face à ces pubs. Sur ces 1000 publicités qui ont été publiées par Unilever, qui sortaient de chez eux, 50% des pubs présentaient des portraits de femmes qui étaient ultra stéréotypés. 1 sur 2. Le couperet tombe. 1% seulement présentait des femmes drôles. 2% des femmes intelligentes. C'est-à-dire que 98% des cas, les femmes étaient présentées comme idiotes, quoi, ou sans cervelle. Il faut dire qu'une femme qui s'extasie devant une salade verte n'a pas particulièrement l'air intelligente. 3% des femmes étaient présentées dans des environnements où elles étaient leaders, où elles étaient elles-mêmes porteuses d'énergie. Et 12% comme étant non conformistes, c'est-à-dire qu'ils prenaient des décisions qui étaient en dehors du mainstream habituel, c'est-à-dire qu'elles allaient changer de choix de lessive, quoi. C'était c'est catastrophique. Quand Unilever a fait cette étude, ils ont été assez consternés et après ils ont fait des tests marchés. Ils ont fait des tests marchés sur plusieurs marques. J'ai pas le temps de tout présenter aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été assez radical. Et en même temps de cette étude, ils ont donc demandé aux femmes ce qu'elles pensaient de ça. Et elles ont dit, les femmes, elles ont répondu tranquillement sur les cibles qui étaient les cibles de chaque produit, de chaque campagne de pub. 40% des femmes ont dit moi, je ne me reconnais pas du tout dans le portrait qui est fait des femmes qui est dans cette campagne de pub. En fait, ça ne me parle pas. Donc, en fait, je rejette l'offre qui m'est faite. Non pas parce que le produit ne me convient pas, mais simplement parce que vous faites de moi un portrait auquel je n'adhère pas, que je rejette. Ça veut dire que sur 100% du budget alloué par Unilever sur une pub, il y a 40% du budget qui part directement à la poubelle. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des stéréotypes qui se sont glissés dans cette publicité et qui font que la cible elle-même se sent rejetée, enfin en tout cas s'exclut de cette campagne de pub. C'est donc 40% de perte. Ça fait beaucoup quand même. Et après, on s'interroge, mais pourquoi on mettrait déjà cliente ? Pourquoi on regarderait, on présenterait des femmes autrement ? Donc là, je n'ai pas travaillé sur la question de l'image, mais on pourrait, je pourrais faire une conférence de 3 heures, si vous voulez. Et puis, en fait, ce que dit Keith Weed, ce messie de Unilever qui a donc annoncé ça, c'est surtout qu'en fait, c'est pas pour des questions philanthropiques qu'il a décidé de révolutionner le marketing au sein d'Unilever. Pas du tout. Parce qu'en fait, 40% de femmes qui ne se sentent pas concernées, si elles se sentent concernées de nouveau, c'est quand même énorme. C'est donc 40% d'impact en plus sur une cible. C'est énorme en termes de performance pour une entreprise. Quand on est responsable du marketing d'un groupe comme Unilever, 40% en plus, ça fait rêver quand même. Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup des leviers de performance qui promettent autant. Voilà, réfléchissons sur la question du genre dans le marketing. Et déstéréotyper, ça veut dire quoi ? Ça veut dire supprimer les représentations caricaturales. Donc c'est déjà une première chose. Ça peut aussi vouloir dire intégrer du vocabulaire qui nomme les gens dont on parle, parler de clientes, parler d'utilisatrices, parler de tout ça. C'est déjà dans sa tête, en termes de conception, revoir la copie. Et donc déstéréotyper, ça peut être aussi présenter des femmes qui aiment des jeux vidéo, qui aiment bricoler, qui aiment leur voiture, enfin qui réparent leur voiture, qui ont des postes à responsabilité. Ça peut être aussi présenter des hommes qui sont attentifs aux autres, parce que les hommes sont attentifs aux autres, qui lisent des livres, oui, qui font la cuisine. Et tout ça, c'est des choses qu'on voit jamais dans les pubs aujourd'hui. Donc déstéréotyper, c'est revoir la copie en fait. Maintenant, ce que je vais essayer de vous présenter assez rapidement, et j'ai pas le temps, donc je sais pas quelle heure il est. Ouais. C'est les 5 règles que vous pouvez tenter de mettre en place dans votre équipe. Donc, les 5 règles du marketing de genre. La première, c'est donc d'analyser le marché avec les lunettes du genre. Vous analysez votre marché, vous analysez votre cible. Vous oubliez juste un détail, c'est qu'il suffit pas de dire que les hommes sont des hommes et que les femmes sont des femmes. Ils peuvent avoir des comportements différents et il faut mettre en relief tout ça. Alors, chausser les lunettes du genre, c'est un peu comme chausser des lunettes 3D, c'est mettre en relief des choses que vous aviez complètement oubliées qu'elles étaient là et que vous ne voyez plus du tout, quoi. Deuxièmement, c'est impulser le changement avec une équipe mixte. Mixte, non seulement dans les compétences, je rejoins Jet Pulp, non seulement dans les profils, mais aussi mixte dans les cultures de vie des personnes. Et j'ai le cas, par exemple, il n'y a pas longtemps, d'une
d'une personne qui partageait une expérience où en fait une équipe de dev a été amenée à développer une application pour une société qui s'appelle Pimki, et il n'y avait que des mecs dans l'équipe et ils étaient bien embêtés parfois, ils se posaient des questions mais fondamentales, mais comment on choisit entre une robe et qu'est-ce qui fait que... Enfin voilà, ils se sont retrouvés avec des questions assez basiques. Mixez vos équipes, pas seulement parce que les femmes sont essentiellement plus attentives aux autres, qu'elles savent mieux communiquer dans des équipes, pas du tout même, parce que c'est pas essentiellement, c'est pas natif, c'est culturel, on leur a appris, on leur a demandé de mieux communiquer, donc ça peut être effectivement une compétence, mais aussi parce que chacun a des pouvoirs et des compétences qui sont complètement différentes, et là je fais un clin d'œil à la petite campagne qui s'appelle It Was Never a Dress, et qui réhabille l'abat-jour du picto-femme en cap de super pouvoir. Utilisez les mots pour désigner les choses au masculin, au féminin, du vocabulaire épicène, c'est-à-dire qui permettent de désigner à la fois le masculin et le féminin, qui est neutre, en tout cas qui est transparent pour l'un ou pour l'autre. Changer de formulation de phrase, trouver, chercher en équipe, chercher une solution pour désigner les choses autrement, une expérience d'utilisation. Je sais, c'est pas l'habitude que vous avez dans vos cerveaux, on dit expérience utilisateur. Et si vous faisiez une petite révolution mentale et que vous changiez de vocabulaire, et si vous parliez de compte clientèle et pas de compte client, ou de compte cliente, si c'est un site qui est vraiment orienté femmes, c'est pas si grave en fait. Et c'est même bien, ça a un impact positif. Parlez des papas et des mamans quand vous parlez des parents et pas seulement des mamans. Voilà, ouvrez votre... vocabulaire, pratiquez le test en miroir, celui que moi j'ai fait avec Twitter et avec Google, mais on peut le faire aussi. Qu'est-ce que ça fait si ce bouton-là que j'ai mis là, ou cette offre que j'ai conçue comme ça, si je l'inverse et que je la mets complètement au féminin, si elle était pensée au masculin, ça fait quoi en fait? Les hommes, ils vont réagir comment? Eh bien, dites-vous que peut-être à des taux proportionnellement plus faibles, parce que les femmes sont complètement bilingues et elles ont l'habitude de prendre pour elles ce qui n'est pas pour elles, mais dites-vous que les femmes peuvent aussi réagir comme les hommes réagiraient face à un discours complètement féminisé. Et ça peut révolutionner votre façon de concevoir une offre. Et revoyez donc le processus de conception de votre offre ou de votre produit, depuis l'idée jusque dans tout le parcours, aussi bien technique parce que technique, il suffit parfois de demander, quand on s'inscrit, si on veut qu'on nous parle au féminin ou au masculin, c'est juste un bouton au départ. Sauf que quand c'est à la fin qu'on y pense, bah, c'est beaucoup plus compliqué à modifier dans le code. Donc voilà, revoyez tout votre processus. Jusqu'à la campagne de pub, et tout ça pourquoi? Ben, pour 40% d'impact en plus sur la cible. Pour changer le monde, adoptez une lunette du genre. Merci.